Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pascal Popelin, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, nous cheminons progressivement vers le terme du travail législatif engagé en début d'année sur ce texte important dont l'objet consiste à renforcer et à moderniser la démocratie locale. Permettez-moi à ce stade d'exprimer mon sentiment sur la manière dont se sont jusqu'ici déroulés nos débats. Je voudrais d'abord saluer l'esprit d'écoute et d'ouverture dont a fait preuve le ministre tout au long du processus. Il me semble que le juste point d'équilibre a été trouvé entre l'importance de conserver toute la hauteur de vue qui s'impose lorsqu'il s'agit de défendre des avancées dans lesquelles croit le Président de la République, le gouvernement et la majorité de cette Assemblée, et la nécessité de rester attentif aux interrogations qu'elles sont de nature à susciter. Cet état d'esprit a, je le crois, permis d'améliorer substantiellement le texte d'origine et de lever certaines inquiétudes, sans pour autant trahir les ambitions poursuivies par cette réforme. Je veux aussi souligner le climat de respect républicain qui a caractérisé, d'une façon générale, l'ensemble de nos échanges. Nos débats ont parfois été vifs et le seront sans doute encore. Nos désaccords sont nombreux. Ils laissent apparaître en filigrane de profondes différences d'appréciation auxquelles s'ajoutent parfois des contradictions sur la manière dont doit évoluer l'organisation territoriale de notre pays. Mais cela n'a pas entaché la qualité réelle de nos discussions. Après les dizaines d'heures de débat que nous avons les uns et les autres consacrés à ce texte, j'émettrai une seule objection en forme de regret. En niant l'obligation qui nous est faite, je déplore que certains de nos collègues aient opté avec une constance implacable et un aplomb à toute épreuve pour la stratégie du déni. En niant l'obligation qui nous est faite de procéder à un redécoupage de la carte cantonale, en s'obstinant à présenter cette entreprise comme le fruit d'une basse manœuvre politicienne, en s'adonnant au concours de celui qui emploiera le plus souvent quelques substantifs épouvantails tels que charcutage ou tripatouillage, ces collègues ont tout bonnement travesti une réalité qui se serait de toute façon imposée à n'importe quelle majorité, quel que soit le mode de scrutin retenu. La répétition, mes chers collègues, ne fait jamais une vérité. Je reconnais néanmoins que la technique est habile pour tenter de faire porter à la majorité la responsabilité d'une évolution qui se serait imposée constitutionnellement à tout gouvernement, et surtout pour taire sans doute les vrais motifs d'autres désaccords plus difficilement dissibles. J'en viens maintenant à l'état d'avancement de nos travaux. Le 14 mars dernier, le Sénat a adopté en deuxième lecture les 2 projets de loi relatifs à la réforme des modes de scrutin locaux. Ainsi, plusieurs articles, 16 du projet de loi et 5 articles du projet de loi organique, sont d'ores et déjà adoptés conformes par nos 2 assemblées et ne sont donc plus en navette. Parmi les dispositions adoptées en termes identiques, je citerai la concomitance et le report à 2015 des élections départementales et régionales, l'abrogation du conseiller territorial, la nouvelle dénomination conseil départemental au lieu de conseil général, la nouvelle répartition par arrondissement des conseillers de Paris et l'inscription dans la loi de l'ordre du tableau des membres du conseil municipal. Pour autant, de nombreuses dispositions, 38 articles du projet de loi et 3 articles du projet de loi organique, restent en discussion. Quelques mots tout d'abord sur le volet élections départementales. Sur ce point, la situation est relativement simple puisque le Sénat a supprimé la totalité des articles relatifs à l'instauration du scrutin binominal paritaire. Sans surprise, à mon initiative, la Commission des lois, la semaine dernière, a rétabli ces articles dans leur rédaction adoptée par notre Assemblée en première lecture, à quelques différences près. Le maintien du seuil de qualification à 12,5% des inscrits pour le second tour, tel qu'il a été introduit dans la loi en 2010, et un seuil minimal de nombre de cantons par département en fonction de la population,
proposée par le gouvernement. Malgré son rejet du scrutin majoritaire, le Sénat a adopté, en le modifiant, l'article 23, qui fixe les règles applicables au futur redécoupage cantonal. La modification la plus importante concerne l'écart maximal entre la population moyenne des cantons d'un même département, pour lequel le taux de plus ou moins 20% a été remplacé par le taux de plus ou moins 30%. Compte tenu du large accord dont cette modification a fait l'objet au Sénat, mais aussi des débats qui avaient eu lieu ici même en première lecture, la commission des lois a décidé, sur ma proposition, et quoi que je puisse personnellement en penser, de ne pas revenir sur ce chiffre. En revanche, nous avons supprimé 2 innovations introduites par le Sénat en matière de redécoupage, la création des sections cantonales et une contrainte en matière de regroupement de communes. Nous avons en outre adopté un amendement du gouvernement qui clarifie et précise les exceptions aux règles régissant le découpage, en particulier la règle des plus ou moins 30%, en s'efforçant de synthétiser l'ensemble des considérations issues des débats qui ont eu lieu tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. En matière d'élections municipales, l'abaissement dans les 2 régimes électoraux municipaux continue de faire différence. Le Sénat a rétabli le chiffre de 1000 habitants prévu par le projet de loi initial. À l'initiative des commissaires socialistes et écologistes, la commission des lois en est revenue à son choix de première lecture, à savoir un mode de scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle pour toutes les communes de 500 habitants et plus. Le ministre vient de le rappeler, le sujet est en débat, et je dois dire sur tous les bancs et dans tous les partis. Si j'en juge par l'abondant courrier reçu par le rapporteur ces derniers jours, émanant de maires de toutes tendances. Les uns pour me dire « tenez bon sur les 500 », les autres considérant qu'il s'agit d'une contrainte trop lourde. Pour le reste, le Sénat a maintenu, moyennant quelques modifications rédactionnelles, l'essentiel des dispositions que nous avions adoptées pour moderniser les élections municipales. Nous avons pu poursuivre cet effort en commission, notamment en supprimant, à l'initiative de notre président, le sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants. Le Sénat a renoncé à diminuer de 2 unités l'effectif des conseils municipaux des communes les moins peuplées. Il semble que cette mesure ait été mal reçue dans l'ensemble des communes, dans nombre en tout cas des communes concernées, puisque nous ne l'avions introduite qu'en référence à la réflexion des sénateurs, la commission s'en est tenue à leur décision. À mon initiative, la commission des lois s'est efforcée de rééquilibrer les dispositions relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités applicables aux élections municipales. Notre ligne de conduite en la matière a été simple. L'inéligibilité doit rester exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une restriction à la liberté fondamentale de concourir à une élection. L'incompatibilité doit empêcher, en revanche, d'exercer tout emploi salarié au sein d'une collectivité dans laquelle on remplit un mandat électif municipal ou intercommunal. S'agissant des élections intercommunales, le Sénat a profondément modifié le dispositif que nous avions adopté sur plusieurs points. Tout d'abord, il a retenu l'appellation de conseiller communautaire. La Commission a, pour sa part, rétabli conseiller intercommunal. Ensuite, le Sénat a adopté un dispositif de fléchage des élus intercommunaux d'inspiration semblable à celui qu'il avait adopté en commission en première lecture, qui permet la mise en place d'un fléchage alternatif au moyen d'une liste intercommunale séparée, en lieu et place du dispositif prévu par le gouvernement que nous avions nous-mêmes assoupli dans une moindre mesure en première lecture. Au moyen de nombreux amendements, la lisibilité du dispositif et des encadrements qu'il met en place a été améliorée par la commission des lois. Nous avons aussi rétabli un certain nombre de dispositions supprimées par le Sénat sur lesquelles nous avions pu travailler en commun. Je pense à l'élection des représentants intercommunaux au sein des syndicats d'agglomération nouvelle ou l'application en Polynésie et Nouvelle-Calédonie des dispositions du projet de loi. Enfin, le Sénat avait adopté un amendement mettant en place, de manière toutefois incomplète, un nouveau mode de scrutin pour les élections régionales, prévoyant une élection au scrutin proportionnel dans le cadre du département. La commission des lois n'a pas conservé cette réforme, sans lien avec l'objet de ce texte et à tout le moins quelque peu improvisée. Enfin, les dispositions du projet de loi organique, présentant essentiellement des mesures de coordination, ont été largement adoptées de manière conforme par le Sénat, à l'exception de celles concernant la transcription du seuil électoral,
plutôt que les deux chambres ne se renvoient continuellement un texte dont certaines dispositions, notamment celles relatives aux citoyens européens, doivent faire l'objet d'une adoption conforme, la Commission a choisi de remplacer l'indication d'un seuil de population par la référence au mode de scrutin pratiqué. Voilà, mes chers collègues, à l'issue de ce travail qui me semble désormais bien abouti, je vous invite à adopter ces deux projets de loi dans le texte élaboré par la Commission des lois de notre Assemblée. Merci, monsieur.